Bienvenue François et Canouche. Bonjour. Bonjour. Merci. Est-ce que oui, c'est bon, vous y arrivez? Vous pouvez rester debout si vous le souhaitez. François Sureau. Donc vous êtes avocat et écrivain. Vous dispensez vos conseils d'avocat au sein de l'association Pierre Claver pour l'intégration des réfugiés. C'est ça? C'est ça. Canouche Ramezani, vous êtes artiste et caricaturiste, en l'occurrence. Vous avez quitté l'Iran il y a plusieurs années déjà. Et vous soutenez les droits de l'homme en Iran et vous soutenez aussi les caricaturistes exilés. Voilà, vous pourrez en dire Oui, plus exactement. évidemment, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Très bien. Alors déjà, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur votre rencontre ou sur votre activité en particulier? Oui, je vais parler des deux choses. Je vais d'abord dire du bien de mon petit camarade, qui n'est pas juste un caricaturiste iranien, mais qui est en réalité, comme vous pouvez vous rendre compte quand vous regardez son nom sur Internet, l'un des plus grands caricaturistes politiques au monde. C'est-à-dire l'équivalent pour les pays qui ne sont pas des pays européens d'une sorte de plantu en plus hard, vous voyez. C'est pas difficile d'être plantu en plus hard quand on fait de la caricature politique dans un pays comme l'Iran, où vous pouvez imaginer qu'une position généralement laïque, normale, pro-démocratique et pro-occidentale lui a valu la poursuite, l'enfermement et pour finir l'exil. Donc c'est vraiment, ça n'est pas juste un dessinateur d'occasion. Alors, on s'est rencontrés au sein de l'association Pierre Claver, qui est une association qui a été fondée par ma femme il y a 10 ans et qui a accueilli, à la date d'aujourd'hui, plus de 6000 réfugiés, à raison de 200 à 300 par an. Accueillir, ce n'est pas de l'accueil au sens du logement, c'est plutôt de prendre les réfugiés quand ils arrivent et d'essayer de leur donner les clés de la vie française, à la fois d'apprendre le français, mais aussi de rencontrer des Français. On a des activités très variées, l'équipe de foot, l'équipe de cross, la chorale, les voyages à travers la France, des cours d'histoire, des cours d'institution, des cours de vie civique, pour amener en très peu de temps des gens qui ont d'abord subi des épreuves assez considérables, et puis qui viennent de pays fondamentalement différents, pour leur apprendre les caractéristiques de la vie française, pour qu'ensuite ils soient bien en France. Alors, le sujet, quand les organisateurs nous ont joints, on a réfléchi au sujet, parce que le sujet c'est fragilité interdite, et s'agissant de nous, dans cette idée, on a l'idée que les réfugiés sont fragiles, n'est-ce pas? On a une idée assez classique et assez paternaliste d'un duo que vous attendez peut-être à voir, le bourgeois français tranquille, ma pomme, accueillant le pauvre réfugié sans le sou, brisé par les épreuves, Canouche. D'abord, c'est pas vrai, parce qu'il est une star mondiale, ce que je ne suis pas. Et puis en deuxième lieu, ça ne se passe pas du tout comme ça. On met un certain temps à s'en rendre compte quand on travaille dans ce secteur, ce que nous on fait depuis près de 10 ans. On met un certain temps à se rendre compte, mais on se rend compte assez vite que c'est radicalement l'inverse. C'est-à-dire que les fragilités ne sont pas du tout où on croit. Par exemple, les réfugiés ne sont pour l'essentiel pas fragiles le moins du monde. Ils peuvent être pauvres, abîmés. On a beaucoup en ce moment de Syriens qui ont un œil en moins, une jambe en moins, un bras en moins, le syndrome post-traumatique, etc. Ils peuvent avoir subi des épreuves épouvantables dont nous n'avons pas l'idée, des années de captivité, la traversée de la Méditerranée en barque, la traversée des déserts à pied. Il n'en reste pas moins que ceux qui arrivent ici sont, comme on dit maintenant, d'une extrême résilience. C'est-à-dire ce par quoi ils frappent, ça n'est pas la fragilité. Ils se sont incroyablement endurcis pour arriver ici et ils font preuve d'une énergie et d'un instinct de survie qui est considérable et qui est d'ailleurs ce à quoi tient la grande difficulté de leur accueil. Puisque, au fond, pour aller du fin fond de l'Afghanistan jusqu'en France, en réalité, il faut se taper avec tout le monde, ruser avec tout le monde, mentir avec tout le monde. Et quand on arrive ici, on a pris de sacrément mauvaises habitudes. Et donc, la manière de faire, c'est d'essayer de faire retomber toute cette tension et d'essayer d'expliquer que maintenant, on peut se comporter de manière normale. Mais la fragilité n'est, dans la plupart des cas, pas celle des réfugiés, que leur vie a, en réalité, assez considérablement endurci. Alors, bien sûr, il y a un peu de paradoxe dans ce que je dis, parce que c'est vrai qu'il y a des fragilités très particulières qui sont d'autant plus douloureuses à constater qu'on ne peut pas faire grand-chose, nous. Par exemple, le sentiment de l'exil.
quand un réfugié obtient le statut de réfugié politique, c'est-à-dire quand il obtient, vous savez, le statut de 10 ans que donnent les institutions, l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile, quand il obtient ce statut, on a constaté ça à plusieurs reprises, immédiatement, nombre d'entre eux rentrent dans une dépression parfois à peine visible, parfois extrêmement visible, en tout cas profonde, et dont ils mettent des mois à se tirer. Pourquoi? Parce que dans les 2-3 années d'attente, où ils sont ici ballottés de centres en école et d'alphabétisation en préfecture de police, ils peuvent se dire, après tout, si ça ne marche pas, peut-être je reviendrai, peut-être pas dans mon pays, mais dans un pays voisin, dans un pays que je comprends mieux, dans un pays dont la religion est la même. Il reste quelque chose, vous voyez, j'ai encore une voie ouverte. Quand ils ont le statut, ils savent qu'ils sont ici, parce que si ensuite ils retournent dans leur pays, ils perdront le statut, et ça sera fini. Et en plus, très souvent, leur famille souhaite qu'ils restent ici travailler pour envoyer de l'argent, et non pas rentrer chez eux. Et donc, à la minute où ils obtiennent ce qu'ils avaient désiré, ce qui est un cas assez souvent, qui arrive assez souvent dans la vie, à partir du moment où ils obtiennent ce qu'ils avaient désiré, alors, d'une certaine manière, ils s'effondrent. Donc il y a beaucoup de fragilité de cet ordre. En revanche, les Français, eux, alors ça c'est dans le sens, donc je pense que les réfugiés sont souvent pas fragiles, mais les Français, eux, le sont. Et nous, on a dans notre association à peu près 200 ou 250 bénévoles, à commencer par moi-même. Eh bien, les Français viennent se faire guérir de leur fragilité au contact des réfugiés. D'abord, ça donne le sentiment d'être utile, on fait des choses intéressantes, les gens viennent de tous les pays du monde, on bouffe une bouffe variée, parce qu'il y a des tas de gens qui font la cuisine de leur pays, on a des fêtes, on fait de la musique, et de manière générale, on a une qualité de relation et de contact humain dont la France a totalement perdu l'habitude, et qui ressemble plutôt à celle qu'on trouve en Orient, où au fond, les contacts avec les personnes sont beaucoup plus approfondis. C'est qu'en réalité, nous avons chez nous, dans notre association, des réfugiés qui continuent de survivre avec énergie et des bénévoles français qui viennent se faire guérir de l'absence totale de sens de leur vie. Voilà. Et ça marche super bien. Bien. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon camarade. Merci, puisque oui, il reste 3-4 minutes, malheureusement, mais allez-y quand même, dites-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François, pour tout. Je m'appelle Kianouch, simplement, je suis encore iranien, toujours iranien. J'habite presque 7 ans en France. J'avais beaucoup de problèmes de communication avec la société française à cause de la langue française. Parce que nous, les Iraniens, on est presque bilingues, mais notre langue étrangère, c'est anglais. Bon, grâce à l'association Pierre Clavet, j'ai bien appris, je pense que j'ai bien appris le français. C'est vous qui me dites merci. Et je suis dessinateur de presse caricaturiste. J'insiste de rester dessinateur de presse parce qu'en tant que réfugié, à cause de l'administration, il y a toujours une énergie négative on doit changer notre direction ou bien notre compétence, notre métier. Mais heureusement, j'ai appris de dire non aux administrations et j'ai insisté, j'ai résisté. Finalement, j'ai créé, avec mes camarades, j'ai créé une association internationale des dessinateurs de presse hébergé au Mémorial de Caen, en Normandie, et il y a plus qu'un an et demi. Et voilà, on travaille, on essaye de montrer la valeur de ce métier comme métier de l'art, un métier qui est très engagé, mais aussi aider les dessinateurs de presse en exil dans une manière professionnelle. Parce que moi, vraiment, j'ai essayé d'utiliser ma vie personnelle, mes expériences. J'essaie d'éviter de traiter les professionnels comme zéro. On est compétent, on est professionnel déjà. Et les caricaturistes exilés, ils sont aussi très, très militants. On essaie de leur donner la visibilité, simplement. Et je co-édite avec un éditeur de West France chaque semaine. On publie un dessin d'un dessinateur, une dessinatrice étrangère ou exilée pour ça. Voilà, je voudrais juste vous dire que après 7 ans, je pense que j'ai
j'ai pas trouvé ma place dans la société française, mais j'ai créé ma place dans cette société. C'est ça mon message à vous. Merci. Merci. Voilà, je ne veux pas vous couper l'herbe sous les pieds, donc si vous voulez rajouter une dernière chose, vous le pouvez. Ça va? On a un numéro de duettiste très au point quand on chante des chansons ensemble, mais ça, c'est pas le moment. Revenez dans 1 heure pour ça, revenez dans 1 heure. Merci beaucoup, merci.